Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde, mais avant toute chose, bonne et heureuse année. Je vous souhaite le meilleur et surtout de continuer à cultiver votre faculté à vous émerveiller. Comptez sur NEC Plus Ultra, on vous y aidera. On commence tout de suite avec les belles images que nous offrent les artisans que nous aimons tant. Sommaire. À Madrid, rois et reines dévoilent leurs bijoux de famille. Visite de l'espace rêveur du décorateur Pierre Jovanovic. Les antiquaires français font salon à New York, so chic. Voici quelques joyaux et pour rêver du prince charmant peut-être, des couronnes et des diadèmes. C'est à Madrid encore pour quelques jours au très joli musée Tiffen. Visite. Le temps d'une exposition, Cartier prend ses quartiers dans ce musée à Madrid. Pour l'inauguration, le joaillier avait réuni tout ce qui brille en Espagne. À travers plus de 420 bijoux, on parcourt l'histoire de la maison fondée en 1847, une première dans ce pays. Une exposition en Espagne parce que nous ne l'avions jamais fait en Espagne, parce que nous n'avions pas trouvé l'endroit ad hoc pour faire cette exposition Cartier. Nous l'avons trouvé, le musée Thyssen, qui est un somptueux musée et où ce musée était à l'échelle de ce que voulait Cartier. Le joaillier est au sommet de son art. Il souhaite donc montrer ses œuvres dans un musée. Et pour couronner le tout, certaines familles royales ont accepté de prêter des parures exceptionnelles. La mode des diadèmes débute au XIXe siècle. Perles et diamants ornent cette pièce dessinée pour le mariage de Marie de Bonaparte avec un prince grec. Cartier, comme chacun sait, est le roi des joailliers. Donc forcément, quand on parle de roi, on parle de royauté, et Cartier était lié quasiment à toutes les royautés, et donc l'Espagne en faisait partie. Le roi Alphonse XIII, par exemple, a fait plusieurs cadeaux à son épouse, et donc forcément, c'était Cartier qui était l'élu. Et c'est vrai que ce qu'il faut faire ensuite, c'est que toutes les créations de Cartier, qu'elles soient à l'époque, qu'elles soient hier ou qu'elles soient demain, soient absolument à la hauteur de cette réputation. La maison s'est taillée une réputation aussi solide que ses diamants. C'est au début du XIXe siècle qu'il devient le joaillier des rois. La maison séduit d'abord le prince de Galles, puis les couronnes du Portugal, de Belgique, de Russie et d'Espagne. Dans certains cas, le bijou, comme c'est quand même un symbole de pouvoir assez important, dans cette exposition qui a lieu à Madrid, on a un prêt de la famille royale d'Espagne, qui est un diadème de perles et de diamants qui vient de la reine Victoria Eugénie, qui était l'épouse d'Alphonse XIII, la grand-mère de l'actuel souverain. Et ce diadème-là, il est porté toujours à l'heure actuelle par la reine Sophie, lors de cérémonies, lors de réceptions d'ambassadeurs, de chefs d'État. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on est dans cette exposition, mais qu'on n'a pas le droit de le filmer. Ça vous donne quand même une idée de la dimension symbolique que les bijoux peuvent avoir, puisque ce bijou somptueux, qui est extraordinaire, on n'a pas le droit de le filmer. Pour l'admirer, il faudra donc venir à Madrid. Et ce n'est pas le seul bijou à valoir le déplacement. De l'art déco des années 30 à l'inspiration chinoise, en passant par le style tutti frutti. L'exposition retrace plus de 165 ans de créativité. Ces grandes expositions, je pense qu'elles signent l'authenticité, elles signent la légitimité de cette maison. Elles sont une manière de montrer cet ADN, parfois inconnu. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas, ils la découvrent. Ils découvrent par l'intermédiaire de cette exposition à peu près tous les styles possibles et inimaginables que l'on puisse faire en joaillerie. Ils découvrent tous les savoir-faire, quasiment, qu'on puisse faire en joaillerie. L'exposition dévoile aussi des aspects moins connus du travail du joaillier. Exemple avec ces petits objets précieux d'inspiration orientale. La maison, fondée par Louis Cartier, reste une vitrine du savoir-faire français. En ces temps de crise, ce n'est pas un luxe. Je crois qu'on ne peut au contraire que se féliciter en France d'être l'un des conservatoires d'une certaine forme d'art de vivre, parce que la haute joaillerie, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a plus de Français qui achètent de la haute joaillerie, c'est fini, il n'y en a plus. Mais que les étrangers fortunés viennent encore à Paris pour acheter de la haute joaillerie, parce qu'ils le font encore, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont derrière. Avec cette exposition, la maison entretient sa précieuse image.
Le joaillier, c'est le rêve, c'est l'émotion. L'émotion parce que les pièces traduisent par la beauté des pierres, par la beauté de la créativité, et puis toutes ces émotions. Et vous verrez dans cette exposition beaucoup de ces célébrités qui sont avec leurs bijoux, avec des histoires merveilleuses. Cette broche a été commandée par le duc de Windsor en 1940 pour sa belle. Autre client célèbre, Elizabeth Taylor. Elle possède ce collier en rubis et diamants offert par un amoureux transi. Quand on aime, on ne compte pas. Enfin, c'est ce que l'on dit. On peut aussi admirer les bijoux de Grace Kelly. Là, juste derrière moi, sur la gauche, derrière mon épaule, on a toute une série de bijoux qui ont appartenu à la princesse Grace de Monaco, qui appartiennent toujours au prince souverain de Monaco. Donc vous avez sa bague de fiançailles, un bracelet, 3 clips en rubis et diamants qui peuvent se monter en diadème, et une triple rivière de diamants qui sont des cadeaux de mariage qu'on a fait à Grace Kelly quand elle a épousé le prince de Monaco. Donc ça, c'est une anecdote qu'on peut raconter. Ce sont les cadeaux de mariage et de fiançailles de Grace Kelly. Des pièces exceptionnelles où rien n'est laissé au hasard. La haute joaillerie, c'est très particulier. Pour qu'une pierre soit belle, il faut qu'elle soit mise en valeur. Pour être mise en valeur, il faut qu'elle ait un dessin extraordinaire qui soit adapté à sa forme, à sa couleur. Et après, il y a tout un tas de techniciens qui arrivent là-dedans. Il faut qu'il y ait des polisseurs, il faut qu'il y ait des sertisseurs, il faut qu'il y ait des joailliers, il faut qu'il y ait des dessinateurs. Et le propre d'une monture de haute joaillerie, c'est qu'elle doit non seulement être brillante à l'extérieur pour que le métal brille, mais à l'intérieur. Parce que si la monture est opaque à l'intérieur, les réflexions de la lumière ne seront pas optimum dans la pierre. Si vous avez un diamant qui est monté avec une monture qui est scintillante à l'intérieur, des griffes, eh bien, la lumière rentrera dans la pierre, elle se réverbérera sur l'intérieur des griffes et elle ressortira encore plus forte. Et tout ça, c'est un art, tout ça, c'est des heures de travail, ce sont des emplois et c'est quelque chose de typiquement français. Les accros aux bijoux ont jusqu'au 17 février pour venir à Madrid. Encore du beau et du créatif avec Pierre Jovanovic, architecte d'intérieur, minimaliste et humaniste. Ça promet, non? Rencontre. C'est auprès de Pierre Cardin qu'il débute sa carrière, mais après 8 ans de mode d'homme, Pierre Jovanovic décide de se consacrer à sa passion, la décoration. Il fait partie des 13 architectes sélectionnés par AD Intérieur. On est invité par ce magazine à faire une pièce dans un espace qui est quand même assez limité, et il y a toujours un thème, donc c'est comment répondre à une question. Et là, Voyage imaginaire, c'est imaginer une pièce qui n'est pas une pièce et qui est une introspection, un lieu de passage. C'est une exposition éphémère où finalement on peut se lâcher, on fait quelque chose qui n'est pas la réalité. Il a donc imaginé un pavillon en ellipse. Ce que j'essaie justement de faire, c'est ne jamais refaire la même chose. Mais je crois qu'effectivement, on reconnaît toujours, parce que c'est très... Il n'y a pas de surcharge de mobilier, il n'y a pas de surcharge d'objets, c'est des lignes toujours assez pures, de temps en temps avec quelques géométries pour adoucir ces lignes qui sont très tendues. C'est des matériaux bruts avec du bois, du métal, de la pierre, ça c'est des choses très naturelles que j'aime. Le bois, c'est une histoire de rencontre. J'ai contacté cet ébéniste qui est un ébéniste itinérant et on a fait au moins 15 pièces déjà ensemble. Et c'est des pièces toujours en bois massif, toujours des aspects assez bruts, des états de surface très manuels. Et ça, on le ressent vraiment et c'est ce que j'aime, c'est qu'on sente la main de l'homme et rien n'est industriel. Tout est fait à la main. Je suis chargé par Pierre Jovanovic de fabriquer une banquette d'assises pour la pièce d'exposition. Et on s'interrogeait s'il n'était pas possible de réaliser cette forme de banquette en chêne massif, en sachant que le bois doit pouvoir sécher ou gonfler ou évoluer au fil du temps. C'est pour ça que ces joints ici sont très importants. Et on verra apparaître ici et sur la partie arrière certaines fentes de séchage qui feront partie de l'image du meuble. Un aspect naturel en réalité très travaillé. Le canapé est taillé dans du chêne massif. Je vais fabriquer ces éléments à partir des sections de poutres que vous voyez ici, en laissant l'état de surface brut de tronçonneuse. C'est un véritable virtuose de la tronçonneuse.
Donc là, on a les deux morceaux qui sont séparés. Voilà, donc maintenant, pour finir de dégrossir cette pièce, il ne reste plus qu'à donner un coup de tronçonneuse régulier ici pour arriver à avoir une surface de 5 cm. Menuisier et designer, Pierre-Éloi Brice aime les défis. Avec ce meuble il est servi, Pierre Jovanovic lui demande de se surpasser. Cet état, on ne pourrait pas l'avoir avec autre chose qu'avec qu'une tronçonneuse. Un canapé minimaliste, le plafond de la pièce évoque le passage des nuages. Le thème de l'exposition, c'est donc voyage imaginaire. Je ne voulais pas faire un appartement comme j'ai l'habitude d'en faire ou une maison. Je voulais vraiment faire comme un statement, comme quelque chose d'imaginaire, que les gens se projettent vers quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre à l'intérieur de chez eux. Donc à travers ce plafond fait de 7 strates asymétriques, que l'œil se projette vers le ciel et comme une hutte, en fait, comme une maison qui n'est pas une maison, comme un toit qui n'est pas un toit. Je ne voulais pas que ça ressemble à un intérieur, c'était quelque chose de plus abstrait. Une pièce pour doux rêveurs fait de lignes géométriques et de courbes. Ici, en fait, ce que je voulais faire, c'est vraiment montrer aussi ce que j'aime faire, c'est-à-dire qu'un luxe très présent, mais aussi très contrôlé par ce sofa qui est en bois brut, en chêne brut. Luxueux et sobre à la fois. Et c'est vraiment des rondins, comme ça, d'un arbre qui est début 1900, enfin qui est début 19e et qui a été coupé il y a 10 ans, donc qui est maintenant sec, mais qui continue aussi à vivre. Le canapé va encore s'ouvrir au fil des années, parce que voilà, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Dans son agence, Pierre Jovanovic emploie 12 personnes, dont 8 architectes et 2 décoratrices. Ses intérieurs sont aussi minimalistes et chaleureux que lui est beau. Direction New York, nous avons suivi le syndicat national des antiquaires à The Salon. C'est une première et ça s'est tenu à l'Armory Show. Les Frenchies à l'assaut de New York. Le syndicat national des antiquaires s'est associé à l'américain Sanford Smith pour créer The Salon. Une sélection du meilleur de l'art moderne et contemporain, première édition en novembre dernier. Dans ce salon, nous avons invité les plus grands marchands d'art européens. Beaucoup n'avaient jamais exposé aux États-Unis avant. Pour eux, c'est une nouvelle expérience et pour nous, un plaisir de les accueillir. Son objectif, faire de ce salon un rendez-vous incontournable. Nous attendons entre 6 000 et 9 000 personnes, ce qui, pour un salon américain, est très important. Les antiquaires veulent aller à la rencontre de leurs clients. Aujourd'hui, le phénomène, c'est que les grands collectionneurs n'ont plus le temps de se déplacer comme avant. Et donc, c'est aux antiquaires de faire l'effort de se déplacer sur les zones importantes, comme New York, comme Moscou, Hong Kong, et leur montrer un aperçu de ce qu'on leur montrera à Paris à la Biennale. C'est une formidable vitrine pour les marchands européens. Il y a une passion, une attirance pour la culture française, on le voit dans les impressionnistes, dans tous les domaines. Donc c'est un peu à nous de faire l'effort, venir ici et leur montrer que eux viennent nous voir, nous soutiennent et nous, on fait l'effort de venir leur présenter un petit peu le savoir-faire à la française, le savoir-vivre et puis l'art. La galerie Gumziska, c'est dur à dire, est basée à Zurich. L'avant-garde russe, l'art moderne et contemporain sont ses spécialités. Sur son stand, on pouvait admirer les tableaux de Picasso, Kandinsky, Miro ou encore Matisse. Ce salon permet de renforcer les liens entre l'Europe et les États-Unis. Un échange gagnant-gagnant pour le directeur de la galerie du Minotaure. Je pense que ce que les Américains attendent des Français, c'est d'apporter quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'y a pas ici, et surtout du syndicat, une manière de faire ou une manière d'accrocher, une manière de présenter les choses, et surtout de montrer des objets qu'on ne voit pas régulièrement ici. C'est autre chose que les foires qui sont toute l'année dans l'Armory. Alors c'est surtout des artistes d'Europe de l'Est qui sont passés par Berlin dans les années 20, qui se sont tous à peu près côtoyés à la même période, au même endroit, donc à Berlin. Et une partie est allée à New York
en est revenu et soit sont morts dans la misère ou dans les camps. Une autre partie est restée à New York, comme par exemple Erwin Blumenfeld, qui est devenu le photographe de mode qui a révolutionné l'image de mode aux États-Unis, alors qu'au départ il est artiste dadaïste. Ou des gens comme Ilse Bing ou Boris Aronson, qui est le scénographe de Broadway. C'est lui qui a introduit la modernité et l'avant-garde, la notion d'avant-garde dans le musical, dans la scène de Broadway, en commençant par le théâtre yiddish en 1924, quand il arrive aux États-Unis. Ces artistes ont diffusé des idées nouvelles, en rupture avec les traditions de leur époque. Nous exposons ici un aperçu du début du XXe siècle. Regardez les lignes de perspective, comment l'artiste a construit la peinture, la synagogue. C'est différent. Ce n'est pas comme les Juifs avaient l'habitude de la représenter dans leur shtetl, c'est-à-dire dans leur quartier au XIXe siècle. C'est les origines de l'esthétique new-yorkaise. C'est Berlin, l'avant-garde russe, le Bauhaus, enfin c'est tout ce qui a façonné l'esthétique américaine au XXe siècle. Des exposants américains sont aussi là. Cette galerie, par exemple, présente des designers du XXe siècle. Le salon mise sur la diversité. Il y en a pour... Tout le monde peut... Tout est de même niveau, je trouve, dans ce salon, avec des expressions différentes. Les antiquaires Bram et Lorenzo mettent à l'honneur les grands peintres français du 19 et 20e siècle, de quoi ravir les collectionneurs américains. C'est tellement éclectique, c'est un pays magnifique parce qu'il y a des collectionneurs d'absolument tout. C'est vraiment un pays de collectionneurs depuis très longtemps. Président du syndicat national des antiquaires, Christian Dédier se dédie aussi à l'Asie. Il propose un voyage dans l'Antiquité chinoise. Certaines pièces ont plus de 1000 ans, des œuvres très rares, très chères aussi. De temps en temps, je montre une pièce exceptionnelle, comme cette pièce d'Amaravati, qui est du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, où il en existe très très peu dans le monde. Alexandre Biaggi possède une galerie à Paris, objets modernes et insolites. Sa passion, les meubles du XXe siècle et les designers contemporains, un univers qu'il s'applique à partager. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ces appliques extraordinaires en corail et mica et argent massif, faites par Janine Janet pour Lord Glenconner, qui était le propriétaire de l'île Moustique. Autre pièce favorite? C'est une merveilleuse armoire dessinée par Jean-Michel Franck pour son client et ami, l'écrivain Drieux La Rochelle. Ce tourbillon de modernité séduit les Américains. Donc j'essaie toujours d'étonner un peu, de montrer des choses nouvelles, de faire des mélanges entre le XXe siècle et l'art contemporain, l'art décoratif contemporain, qui les étonne. Chaque galerie travaille son identité. Il faut d'ailleurs que les gens, au fond, quand ils sont au seuil de la porte, sachent chez qui ils sont. Et je crois qu'ici, on l'a réussi assez bien. Donc nous avons choisi, je veux dire, deux, à la fois des peintres très importants et très connus, et à la fois des peintres plus discrets, mais que justement, je trouvais utile de présenter. En vedette sur son stand, les œuvres de Miro. Tous les antiquaires sont ici pour partager leur savoir-faire et leur passion. On défend chacun du mobilier et des objets d'une époque très très proche. Et parfois, il n'y a qu'une rivière entre nous. Et on a décidé de franchir le Rubicon pour cette occasion. Exporter la biennale dans le monde entier, le principe est acté. Chaque mini-biennale sera différentes suivant les zones où nous irons. Soit ça sera un salon d'antiquaires, soit ça sera plutôt une vitrine d'antiquaires avec un ou deux objets dans un lieu plus petit, plus restreint. Première expérience réussie. Semaine après un ouragan dévastateur, tout le monde recommence, tout le monde repart comme si de rien n'était et la vie continue et c'est quelque chose qu'on n'a pas en Europe. Ça, c'est une espèce de volonté d'aller devant. Quand nous avons affronté la tempête Sandy, je ne pensais pas que la foire serait un tel succès. Un succès pour ces antiquaires sans frontières. Je
Je vous adore, mais il fait moins 12, alors nous allons terminer là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci à l'Alpinachstad de nous avoir accueillis. Je vous retrouve toujours sur TV5 Monde la semaine prochaine ou sur notre page Facebook pour en savoir plus ou sur tv5mondeplus.com. En attendant, voici notre coup de cœur puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Un vent d'Est souffle sur cette pâtisserie parisienne. C'est la réplique du café Pouchkine, le rendez-vous des gourmands à Moscou. La décoration s'inspire du XVIIIe siècle pour évoquer la Russie des tsars. Ces douceurs font voyager nos papilles. Pour changer de la traditionnelle galette des rois, voici le Medovik, le gâteau emblématique du café Pouchkine. Il s'agit d'une pâte feuilletée garnie d'une crème aux amandes, de confiture de lait et parfumée au miel de sarrasin. C'est divin, moins pour les hanches, mais parfait pour le festin de Noël russe le 7 janvier prochain.